Est-ce que tu as déjà voulu avoir des bras typiques Ça m'est arrivé une fois. juste une fois? Que je me rappelle en tout cas. OK. Puis ça a été une question de 5-10 minutes. Là. Je me suis réveillé un matin à 8 ans, je pense. J'ai descendu dans le salon, je suis allé voir ma mère. J'ai dit, maman, moi, un jour, je vais avoir des bras normaux. Je vais me faire une greffe de bras. C'est la première fois que, je pense, la veille aux nouvelles, on avait entendu qu'il y avait une personne qui s'était fait faire une greffe de bras, une greffe complète, là, le bras au complet. Puis je trouvais ça vraiment cool, puis intéressant, puis intriguant. Puis j'ai fait ce commentaire-là, puis après ça, ça a parti de mon esprit. J'y ai pas repensé pantoute. Puis je suis pas mal content, finalement, parce que j'en ai pas besoin, puis je veux pas rien savoir de ça. Tu sais, on parlait au début du podcast que si on me donne 5 doigts demain matin, il y a souvent des questions qui reviennent comme ça. Est-ce que si jamais on te donne 5 doigts, tu vas être plus heureux? Mais moi, ma réponse, c'est que si j'en ai 5, il y en a 3 de trop, je ne sais pas quoi faire. Tu ne vas pas savoir comment les utiliser, c'est ça? Exactement. Fait que pour moi, ma méthode de vie présentement, elle me suffit. C'est ce que je connais, puis c'est ce que je veux garder le plus possible. Est-ce qu'il y a des avantages à être amputé? Ben oui. OK. Ben oui, il y en a plusieurs. Ben là, je suis comme étonné. Là. Ça vient avec des subventions. OK. Tu veux en parler? Ça vient avec des retours d'impôts. C'est la première chose. Tu sais, quand tu es une personne amputée ou que tu as un enfant amputé, tu as un crédit d'impôt que le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois, je ne me souviens pas lequel des deux, va t'offrir. Dans certains milieux de travail, comme le mien, par exemple, le gouvernement quand c'est le temps de remplir ton rapport d'impôt, là tu es handicapé. Il y a une ligne, là, puis là, je l'écris. Ton, Je dis oui, man, ça n'a aucun bon sens. Puis je me pose même pas de questions. Là. Je vois la ligne, puis je suis comme, ouais. Oh my God, excellent. Y a-t-il d'autres avantages à être différent? Ben, au fédéral, il y a un quota de personnes, de différents types de personnes aussi qui doivent être remplies. Tu sais, que ce soit des personnes racisées, il y a un quota à respecter ou à... C'est pas vraiment à respecter, mais de se dire, OK, si jamais il y a 2 candidats qui sont à qualité égale, à compétence égale, on va prioriser la personne qui est racisée, qui est dans la communauté LGBTQ. LGBTQ. J'ai toujours de la misère à apprendre. Correct. LGBT. Je suis vraiment désolé, mais... je te pardonne. Cette communauté, la communauté des personnes handicapées, la communauté des personnes... Peu importe, il y a un quota ou une priorité qui est donnée à ces gens-là pour donner une possibilité égale à tout le monde de pouvoir accéder à l'emploi. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est génial parce que j'ai eu ma job de même, mais c'est pas vrai. Je pense que je suis un peu comme 50-50, honnêtement, là-dessus. C'est le fun parce que ça enlève définitivement certaines barrières pour certaines personnes. Je pense qu'il y a encore des gens qui ont des opinions très péjoratives de toutes ces communautés-là mises ensemble, puis qui pensent définitivement que ces gens-là prennent avantage de ces politiques-là pour pouvoir accéder plus facilement à des rôles ou des responsabilités qui sont plus élevées dans la hiérarchie gouvernementale X, Y, Z. Moi, je suis pas trop d'accord là-dedans. Tu sais, si tu es bon dans ce que tu fais, tu devrais avoir une chance que tu sois une personne racisée de la communauté LGBTQ+. Là, tu vas l'apprendre. Oui. L, G, B, T. On va commencer avec ça. Mais il n'y a pas LGBTQ? Oui, il y en a plus, là. Okay. Mais commence avec celle-là. Ça, c'est genre la base. OK. LGBT. Excellent. OK. Excuse-moi, j'essaie d'aller vite, mais non, LGBT. LGBT. Après ça, tu peux rajouter le Q. Q. Excellent. Fait que LGBTQ. Ouais. LGBTQ. Excuse-moi. On se réessaye. OK. Tu disais la communauté racisée ou... LGBTQ. Excuse-moi. Ouais, c'est bon. Tu l'as bien dit. Je l'ai bien dit. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ben, je pense que cette politique-là est bonne pour pouvoir donner un certain... Ou en fait, l'idée de cette politique-là est bonne pour pouvoir donner un certain
leveled playing field, en bon français. Dans l'application de cette politique-là ensuite, puis la compréhension de cette politique-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à aller faire. C'est pas parfait. Je pense pas que le gouvernement canadien pense que c'est parfait non plus en mettant ça en place, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à aller faire pour l'équité en matière d'emploi. Il y a beaucoup de formations qui est offerte. C'est complexe et c'est nuancé. C'est important d'honorer ça parce que d'un côté, tu vis ta vie, puis la prémisse de ta vie, c'est que tu n'es pas différent. C'est ça. La prémisse de ta vie, c'est que je peux faire ce que tout le monde fait. Là, tu arrives dans un emploi et tu prends avantage d'un système qui est mis en place pour promouvoir l'équité, ce qui est une bonne, c'est un bon principe. Ouais. Mais toi-même, tu le dis, là, que comme oui, t'en profites, puis c'est tant mieux pour toi, parce que c'est fait pour ça, mais après ça, je pense que, puis ça, on peut parler, je pense que justement, il y a des gens chez qui ça peut nourrir de la haine. Parce qu'il n'y a pas... C'est ça. C'est la perspective de tout ça, je pense, qui est un petit peu erronée encore chez certaines personnes. Puis qui met beaucoup de pression sur certaines communautés. Puis je pense que c'est pas nécessaire de mettre cette pression-là sur cette communauté-là. Est-ce qu'il faut changer complètement la politique? Absolument pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux garder mon emploi. Ouais. Mais c'est même pas pour ça, dans le sens que pour moi, comme je me sens un peu coupable aussi, de prendre avantage ou de prendre... je dirais pas de prendre avantage parce que je pense pas que ça a eu un impact sur ma situation d'emploi actuelle. Parce que je me suis fait offrir un emploi, un travail, pas sur les bases de mon handicap ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était les compétences. En tout cas, j'ose espérer que c'est sur les compétences. Puis notre équipe dans laquelle je suis présentement est très, très diversifiée également, mais je sens pas qu'il y a quelqu'un qui est dans une position qui ne devrait pas être dedans, puis qui sont là juste parce que X, Y, Z. Fait que je pense que dans certaines équipes, c'est définitivement bien appliqué. Puis quand c'est bien appliqué, c'est souvent bien perçu. Mais quand c'est moins bien appliqué, puis que là, on voit définitivement que la personne qui est dans telle position est là parce que c'est une personne handicapée, en fin de compte. Il fallait rentrer un quota. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, vu que c'est tellement gros, la fonction publique canadienne, c'est difficile d'avoir une politique qui est bonne pour tous, je pense. Ouais. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore beaucoup d'avancements à aller chercher. Est-ce qu'elle est bonne, cette politique-là? Moi, je pense que oui, honnêtement, mais il faut qu'elle soit bien appliquée. Il faut qu'elle soit bien perçue. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à être amputé? C'est une excellente question, honnêtement. Ben, c'est sûr. C'est un bon party trick, là. Ouais, il y en a plusieurs. Là, au secondaire, quand tu gérais ta prothèse, est-ce que tu étais tout le temps sur ton pied? Ben non. Écoute, un gars farceur, puis un groupe de gars du secondaire qui sont plus ou moins développés au niveau du cerveau, ça te crée certaines situations assez intéressantes. Là, ça m'est arrivé souvent que je fasse venir mon ami, puis je dise, OK, là, on est dehors, on est en train de faire de l'éducation physique, puis je dis là, tu me pousses par terre, tu prends ma jambe, puis tu t'en vas dans la forêt avec, puis je vais crier, puis je vais faire peur à tout le monde, des jeunes, puis tout ça. Puis c'était une blague, là, mais je comprenais pas ce que ça impliquait non plus à ce moment-là, mais je trouve ça encore drôle aujourd'hui. Mais ça te fait voir finalement que, pour moi, c'était de montrer que je vivais bien avec ça. L'humour, pour moi, ça a toujours été un petit peu un certain... je dirais pas un mécanisme de défense, mais définitivement quelque chose que je mettais beaucoup plus de l'avant en disant, moi, je peux en rire. Si jamais moi, je peux en rire, ben, les autres peuvent en rire également. Ouais. Puis il n'y aura pas de malaise plus grand que le malaise que je vais créer en faisant ça. Mais je vais être le seul et unique propriétaire de ce malaise-là. Ouais. Tu peux te réapproprier. C'est ça. Puis, est-ce que c'était drôle? Moi, je pense que oui. Est-ce que mes amis trouvaient ça drôle? Je pense que oui aussi. Mais à un certain point,
puis j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, en faisant trop de blagues là-dessus, c'est quelque chose que tu banalises un peu trop. Mm-hmm. Je pense que c'est important de comprendre que ça fait partie de moi, mais c'est pas quelque chose qui va me définir nécessairement. Puis les gens qui font beaucoup, beaucoup de blagues, je faisais partie de ces gens-là jusqu'à tout récemment. Là. Je pense que j'ai arrêté, je ne vais pas dire que j'ai arrêté complètement d'en faire, mais je comprends beaucoup plus la signification de ce que c'est que faire une blague sur mon handicap maintenant, parce que je ne veux pas que ça me définisse nécessairement. Quand tu en fais trop, mais les gens vont penser que, quand tu leur demandes c'est qui Alex Boivin, mais ils vont dire celui qui fait tout le temps des blagues sur son handicap. Ouais. Mais c'est pas ça, ou c'est l'handicapé, mais c'est pas ça non plus. Est-ce que je m'en suis servi à certains moments de ma vie comme avantage? Oui, définitivement. Avec en affaires, tu vas dans les 5 à 7, ben, c'est beaucoup plus facile de se faire rappeler de toi quand que tu as... Tu te fais remarquer. Exactement. Tu te fais remarquer beaucoup plus facilement, puis les gens se rappellent beaucoup plus facilement d'une personne qui est différente. Est-ce que je portais un chandail rose ou un chandail mauve ou un chandail orange cette journée-là qui flashait? Peut-être, mais ça a passé en deuxième, parce qu'il y a l'handicap qui vient avec. Ta différence est très visible. C'est effectivement. Je ne peux pas vraiment le cacher. Il y en a pour qui c'est plus facile, puis il y en a pour qui veulent vraiment le cacher, puis il y en a d'autres. Moi, je n'ai pas peur de ça. C'est ça. On a parlé un petit peu de l'avantage, mettons, au travail. Puis ça m'amène un peu à la notion de privilège. Puis l'autre fois, on en avait parlé un peu de comment on conçoit ça. Là. Toi, comment tu conçois ça, la notion de privilège dans ta vie? C'est une excellente question. Je pense que moi, je me considère très privilégié de ma situation socio-économique, peu importe là, comment est-ce qu'on veut le dire. Là. J'ai une famille qui m'a supporté, j'ai une famille qui était dans la classe moyenne. Déjà en partant, ça fait partie des familles qui sont assez riches pour offrir une qualité de vie à leurs enfants puis à leur famille. J'étais allé à l'école privée, au secondaire puis au cégep. Fait que ça coûte, au niveau monétaire, c'est quelque chose, mais aussi au niveau de l'acceptation, puis de la compréhension, puis de l'apprentissage de l'enfant, mais c'est définitivement quelque chose qui est super intéressant aussi pour cet enfant-là, puis privilégié. Veux pas, tu as la chance d'aller à une certaine école que d'autres n'ont pas la chance d'aller. Fait que pour moi, ça fait partie un peu de tout ça. Je pense la situation socio-économique, mais puis on parlait justement que, oui, des fois, je prenais avantage, puis je prends encore avantage de ma situation physique. Puis ça fait partie un peu de ce privilège-là aussi. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc je vais le faire. Si je n'avais pas la chance de le faire, mais je ne le ferais probablement pas à ce moment-là. Mais là, j'ai cette possibilité-là. Fait que le privilège, pour moi, ma définition, ça serait que quand tu as la chance d'avoir quelque chose, que tu le prennes et que tu ne te poses pas trop de questions. Tu as le privilège d'être bien, tu as le privilège de dormir sur tes deux oreilles le soir. De ne pas te soucier. Exactement. De choses dont d'autres personnes se soucient. Exact. Là, j'aimerais ça qu'on parle du contraire. Dans ta vie, à cause de ton corps, est-ce qu'il y a des choses que tu dois te soucier dont tu penses que les autres ne doivent pas se soucier au quotidien? Ben, je pense que oui. Tu sais, il y a certaines actions, certaines activités que des fois, depuis que je suis allé en voyage il y a quelques années à Hawaï. Okay. Puis quand on est revenu, on a eu à peu près 24 heures de voyagement pour revenir. C'est difficile sur le corps de n'importe qui, je pense, là. Mais sur une personne handicapée, amputée, qui porte une prothèse particulièrement, c'est encore plus intense, je pense. Quand je suis revenu, là, ma jambe était au sang. J'étais vraiment... je ne pouvais pas marcher avec ma prothèse. J'avais de la misère. J'avais besoin d'arriver, puis de me reposer, puis de pas me soucier trop de ma jambe pendant une couple de jours. Puis
Puis depuis ce temps-là, au niveau de la peau puis au niveau de l'activité physique, quand je vais faire une activité, quand je vais marcher longtemps, quand je vais être un petit peu plus actif pendant une certaine période de temps, mais je dois penser au lendemain. Je dois penser à est-ce que je vais être encore capable de marcher demain matin? Est-ce que ma peau va être correcte? Est-ce que je vais faire des rashes encore puis je vais avoir besoin de pas sortir? Est-ce que. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, pour moi, c'est quelque chose qui me vient en tête assez souvent. C'est un coup d'option, là, finalement, constamment. Si je le fais aujourd'hui, est-ce que demain, je vais être correct? Puis c'est une question, mais en même temps, je connais un peu mon corps aussi en sachant qu'il y a des bonnes chances que si jamais je me pousse trop, je vais avoir un petit peu de misère demain matin. Fait que définitivement que c'est quelque chose qui me vient en tête. Ce côté-là, finalement, du privilège ou de l'anti-privilège, si on veut, de se soucier des choses. Là. Est-ce que, par exemple, parle de ta prothèse spécifiquement, y a-t-il des considérations à avoir spécifiques à ta prothèse par rapport à, mettons, mes souliers? Ouais, ben oui. Porter des bottes, c'est déjà un challenge pour moi, là, parce que quand c'est trop haut, que la botte est trop souple, c'est plus complexe. Ça ne rentre pas nécessairement super facilement avec ma prothèse. J'ai pas de cheville là, sur ma prothèse. Fait que, pense à 2 planches de 2x4, une perpendiculaire à l'autre, ben, c'est à peu près l'équivalent d'eux. Fait que c'est pas nécessairement super facile tout le temps au niveau des souliers. Par rapport à l'entretien? Il faut constamment l'entretenir aussi. Aller à la plage, j'aime un peu moins ça parce que quand je vais à la plage, ben, il y a tout le temps du sable qui va rentrer dans ma jambe, dans la jambe comme telle, mais aussi dans le pied de la prothèse. Fait que quand je reviens à la maison, il faut que je le nettoie au complet. Là, fait que j'enlève la coquille finalement du pied, je dois le nettoyer au complet, le laisser sécher pendant un temps. Puis à l'intérieur de la jambe aussi, quand il y a du sable sur ta peau, ben, ça devient un petit peu plus irritant. Fait que, je vais y aller à la plage, là, mais ça se peut que tu m'entendes chialer un petit bout de temps. Là, fait que j'ai moins de plaisir à aller à ces endroits-là pour cette raison-là. Puis l'entretien est très important aussi. Même au quotidien, il faut que tu laves ta prothèse une fois par jour, par 2 jours, par 3 jours, tout dépendant de l'utilisation que tu en fais. Tout le monde a une vision différente aussi sur l'hygiène de sa prothèse. Moi, je trouve ça important de la nettoyer au moins quelques fois par semaine à l'intérieur. Mais le pied comme tel aussi, quand tu marches, surtout l'été, en culotte courte, il y a des petites roches qui vont rentrer là-dedans. La petite garnotte. Il y a du petit sable qui va rentrer aussi. Fait que, une fois de temps en temps, c'est important aussi de nettoyer ton pied. Il faut vraiment que tu prennes soin de ton outil. C'est l'outil qui te permet de marcher. Fait que pour moi, c'est important de tout ça. Fait que c'est quelque chose dont je me soucie, pas nécessairement, mais c'est tout le temps un petit peu en arrière dans ma tête. Est-ce qu'il y a des désavantages financiers à être amputé? C'est cher. Qu'est-ce qui est cher? Une prothèse, c'est cher. Les adaptations, orthèses à la vie quotidienne, si jamais tu n'as pas d'aide du gouvernement ou bien d'un organisme, c'est cher. Ma prothèse que je porte présentement, c'est une prothèse qui vaut environ 10 à 15 000 $. Puis heureusement, je n'ai pas à payer un seul sou de ça depuis que je suis tout jeune. Mais calculé là, rapidement, là, ma prothèse, elle a toujours à peu près coûté ce prix-là. J'en avais une à chaque année, une nouvelle pendant ma croissance parce que je grandissais trop rapidement. Puis, avec la croissance et tout ça. Fait que c'est 15 000 $ à chaque année, ça va vite. Là. Ouais. C'est entre 6 ans et 14 ans, il y a une méchante différence. Puis c'est à tous les jours, c'est un petit combat là, de savoir quand est-ce que mon enfant va avoir une poussée de croissance puis qu'il va devoir aller, surtout si jamais tu n'as pas de support financier. Le gouvernement du Québec, avec le système de santé, en fournissent une par 5 ans.
OK. Mais c'est le modèle qu'ils vont décider. Puis that's it. Il n'y aura pas d'autres modèles. Tu sais. Fait que toi, c'est quoi le soutien que tu as eu pour pouvoir avoir tes prothèses à chaque année? Moi, depuis que je suis tout jeune, je fais partie de l'Association des amputés de guerre, qui est une association, ça fait 26 ans, en fait, Mais que Alex, je fais tu n'es partie de pas ça. un amputé de guerre. Non. Effectivement, je suis pas allé à la guerre. À ta connaissance. Je suis pas allé à la guerre. Je suis pas allé à la guerre. Mais depuis les années 70, en 1975, en fait, ils ont créé le programme pour les vainqueurs, CHAMP Program en anglais, qui c'est un acronyme, là, exactement ce que ça veut dire. Je me souviens plus exactement, mais c'est pour les enfants amputés qui naissent amputés au Canada. À un moment donné, il manquait de vétérans. OK. Fait qu'il y avait besoin de renflouer leurs membres. Fait que t'es un vainqueur. Je suis un vainqueur. En fait, vu que je suis un amputé multiple, avec plus qu'un type d'amputation, je suis un super vainqueur. Parce que... T'es un super vainqueur. Parce que je suis super. mais à l'époque, tu sais, au début des années 2000, fin des années 90, ce programme-là aidait aussi beaucoup à l'emploi. En fait, parce que avant que tout le boom de l'Internet puis de l'électronique arrive, ben, ce programme-là offrait un ordinateur à chaque enfant qui faisait partie du programme des super vainqueurs. Fait que moi, j'ai eu un ordinateur. OK, juste les super. Oui. Juste les super. Les autres vont s'arranger. Les juste mono-amputés. Les normalement amputés, là, ils s'arrangeront entre eux autres. Puis les super vainqueurs. Non, mais tu sais, souvent, quand on parle de super vainqueurs, c'est des gens qui ont une amputation au bras et à la jambe. Ça implique un petit peu plus d'adaptation à la vie quotidienne. Puis comme je disais, il n'y a pas de hiérarchie de quelqu'un qui est plus amputé qu'un autre. Oui, c'est important à dire ça. Mais pour le programme, il y avait certains critères. Oui. Puis l'amputation multiple faisait partie de ça. Fait que ça te fournit, dans le fond, des fonds pour subventionner tes prothèses au fil des années. Mais les amputés de guerre, que tu sois super vainqueur ou vainqueur, il y a plusieurs différents types de supports que l'association va offrir, que ce soit du support moral, du parrainage entre les personnes amputées, une personne un peu plus vieille qui a une amputation similaire à la tienne avec une personne plus jeune. Souvent, les parents vont être très, très impliqués dans le système de parrainage aussi. Moi, j'ai parrainé quelques plus jeunes, mais j'ai été aussi parrainé quand j'étais plus jeune. Puis j'ai eu contact longtemps avec ces gens-là. Puis même encore aujourd'hui, si jamais j'ai une question à poser, ben je vais appeler Simon. Là. J'ai pas peur de pouvoir continuer à avoir contact avec lui. Il y a un support moral aussi d'un point de vue où il y avait des séminaires avant la pandémie. Là, ça revient dans je pense, l'année prochaine ou l'autre année d'après. Puis ces séminaires-là, ben, c'est des séances d'information sur la prothétique. OK. C'est pas comme les handicapés anonymes. Non, ça, c'est dans le sous-sol. Les HA. Ça, c'est les haha. C'est dans le sous-sol de l'église Saint-Rédempteur. J'arrête d'avoir des blagues, c'est justement facile. Non, ça, ben, il y en a, là. Il y en a des séances où c'est un petit peu ça, dans le sens que, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent beaucoup de questions. Puis on passe tous à travers ça, une remise en question, une remise en question de ses capacités, de son futur, de ce qu'on va faire, ce qui est possible dans la vie, Puis une personne amputée va se poser nécessairement ces questions-là, mais aussi par rapport à son handicap, puis par rapport à son amputation. Il y a des séances qui vont apporter justement cette conversation-là, qui vont ouvrir la conversation avec ces gens-là, qui va créer des liens vraiment entre les différents amputés, que ce soit le même type d'amputation ou non. On va se raconter des histoires qu'on a vécues, des histoires le fun, moins le fun, des histoires cocasses, puis vraiment moins cocasses aussi, Fait que ça va apporter une certaine dynamique d'échange. Puis les parents sont toujours très, très présents aussi dans les séminaires parce que... fait que ça offre du soutien aux parents aussi. Oui,
Ben oui. Pour moi, quand j'ai rentré dans l'association, j'avais 1 an. Là. Moi, j'avais rien à retirer à 1 an de l'association des amputés de guerre. C'était mes parents qui avaient besoin de ce support-là, puis d'une ouverture sur le monde de l'amputation aussi, je pense. T'sais. En 1997-98, en fait, là, à ce moment-là, c'était très, très étranger pour mes parents, le concept de l'amputation puis de l'handicap. T'sais. Jusqu'au moment, puis non seulement étranger, mais épeurant. Parce qu'on ne connaît pas ça dans les années 90. Là, un peu plus. Puis au moment où ils ont rentré dans l'association, bien, ils ont rencontré le père de Simon puis la mère de Simon, qui était mon parrain, finalement, si on veut. C'est drôle de dire ça, mais il avait 16 ans à ce moment-là. Fait que lui-même se remettait en question sur plein d'affaires. Il avait 16 ans, toi, tu avais 1 an. Moi, j'avais 1 an. OK. Fait que c'était beaucoup l'échange entre les parents à Simon puis mes parents. Puis éventuellement, ben ça l'a passé de Simon à moi. Puis tranquillement, pas vite, mais j'ai fait mon bonhomme de chemin. Puis moi, je suis arrivé à pouvoir donner ces conseils-là que j'avais reçus quand j'étais plus jeune à d'autres plus jeunes ensuite. Fait que cet échange-là est vraiment intéressant puis est vraiment important, en fait. Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive. Là, j'ai eu un texto dans le temps des fêtes là, d'une personne qui me demandait hey, c'est-tu encore correct à 20 ans de mettre des fleurs sur sa prothèse? J'ai dit ben oui, ça te représente. C'est comme si jamais tu avais un tatou, mais tu peux changer ton tatou quand tu veux. Fois de temps en temps. Fait que j'ai pas la réponse parfaite ou la vérité ou quoi que ce soit, mais des fois, ce sentiment de confiance-là entre les personnes, ce soutien-là est vraiment important. Fait que c'est ça que ça apporte, mais il y a aussi un support financier. Puis le support financier était très, 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 très important pour notre famille, parce que au-delà des assurances qui fournissent un certain pourcentage de la prothèse, bien, il y avait quand même un manque à gagner qui était quand même assez considérable, qui était couvert par l'Association des amputés de guerre à ce moment-là également. Fait que ça venait couvrir une certaine partie de la prothèse à chaque fois que je devais la changer ou la prothèse au complet quand je devais la changer également. Ou les adaptations pour qu'on la remercie. Peu importe. Pour moi, ça a été... life-changing. Vraiment. On parlait de privilèges tantôt, là, mais ça fait un peu partie de ça. Quand tu fais partie de l'association, tu n'as pas vraiment besoin de te poser de questions sur est-ce que je vais pouvoir me payer ça un moment donné ou non. Ça t'enlève un gros stress. Exactement. Exactement. J'aimerais ça qu'on parle de ton intimité, de ta relation à ton corps dans l'intimité. Très intéressant. C'est une conversation qui est bizarre à avoir parce que j'ai pas de misère à en parler, tu sais, mais il y a toujours un côté de moi qui est un petit peu gêné, pas gêné, mais réticent à parler de ça parce que je trouve que les gens, quand on va poser des questions par rapport à ce côté-là de sa personne, c'est souvent un petit peu voyeur. C'est quoi le genre de questions qu'on te pose? Oh, je m'en fais poser tout plein, là, que ça soit banal comme c'est-tu normal, ça fonctionne-tu, c'est-tu quelque chose qui va bien quand même. Puis, il y en a parce que tes bras sont la moitié d'un bras normal. Est-ce que ton pénis fait la moitié de la longueur normale? C'est des questions qui sont vraiment pas niaiseuses, parce qu'il n'y a pas de questions niaiseuses, mais qui sont moins intelligentes que la moyenne, mettons. Mais c'est une bonne question. C'est arrivé qu'on te les pose. Ben oui, ça m'arrive souvent. Me faire demander, est-ce que tu te masturbes? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Comment est-ce que tu fais? Montre-moi-les. Hey, 5 minutes, là. Je suis pas dans le mood, là. Je sais pas trop. À un moment donné, le voyeurisme a une certaine limite. Puis je suis ouvert à en parler. J'ai pas de misère à discuter de ça, mais il faut que ça soit de bon goût. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus, est-ce que tu es différent dans ta différence? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pas ou non? Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulières par ton corps? Ou, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais tu sais, par rapport à quand tu rentres en relation avec quelqu'un, quand tu rentres en intimité avec quelqu'un, quand tu te déshabilles avec quelqu'un, puis aussi l'intimité, évidemment, avec toi-même. Puis, tu sais, si tu es à 1 cm de te rendre au volant, es-tu à 1 cm de te rendre je comprends. À ton pénis? C'est une excellente question. Je me rends. Ça, c'est la première réponse que je vais te donner. J'ai pas de problème, en fait, avec mon intimité, tu sais. Tout fonctionne bien, tout va bien. Il
n'y a pas de différence, finalement, dans tout ça, tu sais. C'est sûr qu'il y a eu certaines situations où j'arrivais dans l'intimité, puis je demandais à ma partenaire, tu sais, c'est quoi que tu préfères, tu sais, comme, est-ce que tu sais que je porte une prothèse, tu veux-tu que je la garde, tu veux-tu que je l'enlève, tu sais, puis y a-tu des affaires que, tu sais, un peu comme la communication est importante, là, je pense, dans n'importe quelle relation, puis c'est pas vraiment différent pour moi non plus, tu sais. C'est pour ça que je pose la question. Et c'est toujours mieux d'avoir la communication établie, puis les règles du jeu, finalement, établies d'avance. Puis c'est de même particulièrement dans l'intimité pour quelqu'un qui ne peut pas la cacher, cette différence-là, tu sais. Fait que j'aime mieux établir ces règles-là d'avance, poser les questions, puis il n'y aura pas de surprise. Après ça, moi, je sais à quoi m'en tenir, ma partenaire sait à quoi s'en tenir, puis on avance là-dedans. T'sais. OK. J'essaie de m'imaginer. Fait que parce que, tu sais, tantôt, tu disais comme je me sens pas à l'aise de faire ma vaisselle sans ma prothèse. Tu te sens pas à l'aise d'avoir une relation sexuelle sans ta prothèse? Je pense que ça dépend de la situation. Parce que c'est ça qui est bizarre, tu sais, comme c'est physique, là, évidemment, tu sais. Physique, oui. Mais ça, pour moi, mon lit, en général, là, comme pas nécessairement dans l'intimité ou quoi que ce soit, mais mon lit, je me sens moins à l'aise de me coucher, par exemple, avec ma prothèse. Je me sens comme... C'est vraiment bizarre, mais je me sens pas à l'aise parce que c'est restreignant. Puis c'est quelque chose qui a une bonne pression quand même sur ma jambe. Fait que quand je peux l'enlever, je l'enlève. Mais quand j'ai besoin de faire des tâches comme la vaisselle ou des trucs comme ça, qui est nécessaire parce que j'ai besoin d'être d'une certaine grandeur ou de me sentir stable ou des trucs comme ça, là, je n'ai besoin. Mais je ne le ressens pas, ce besoin-là. Puis je ne sais pas pourquoi. C'est différent, mais je ne le ressens pas autant, ce besoin-là, de cette manière-là. Mais toute situation est différente aussi. Là. Je pense que ça dépend du contexte, ça dépend à quel endroit, ça dépend si c'est chez nous, c'est pas chez nous, toutes ces questions-là viennent jouer un peu sur cette... faut que je me sauve vite ou faut pas que je me sauve vite? C'est toutes ces questions-là. Mais c'est bon parce que moi, je me pose jamais ce genre de questions-là. Mais je pense que tout est dans le contexte. Puis tout est dans... On va te prendre, on va te cacher par la fenêtre. Ouais, ben, on le sait jamais. On le sait jamais, tu sais. Tout a été vu, là. On va te défenestrer. J'aime beaucoup ce mot-là. J'adore. J'aime beaucoup le mot défenestrer. C'est le mot du jour. On sait le cerveau, c'est l'organe sexuel, là. Fait que j'imagine que ta libido n'est pas affectée par ton corps. Pas à ce que je sache. Je veux dire, moi, je me suis jamais senti différent de ce point-là. Là. OK. Quand tu rentres dans une relation, tu sais, l'aspect plus comme émotif, de l'attachement, de l'intimité, est-ce qu'il y a des différences à cause que tu es différent? D'un point de vue physique, je pense pas. Okay. Mais d'un point de vue psychologique, je pense qu'une amputation ou un handicap, c'est un petit peu comme un radar à bonne personne aussi. Dans le sens que je pense que c'est quelque chose qui va définitivement enlever l'intérêt de certaines personnes qui seraient là plus pour le côté juste physique. Tu sais. Fait qu'une connexion en intimité physique seulement, c'est moins fréquent, je dirais, pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde. T'as-tu déjà eu des gens qui, justement, s'intéressaient à toi parce que comme ils fétichisaient un peu le... Moi, non. Okay. Moi, non, mais peut-être que c'était ça. Peut-être que ça c'est arrivé, mais j'ai jamais été mis au courant que c'était ça. Puis franchement, si jamais c'était le cas, je ne veux pas le savoir non plus. Là, parce que c'est un peu insultant. C'est pas d'avoir une relation avec la personne qui est importante, c'était d'avoir une relation avec l'handicap. Puis je trouve ça un petit peu moins plaisant. Ça enlève le plaisir pour moi, c'est certain. Là, puis la connexion par rapport à tout ça. Mais d'un point de vue plus relation intime
psychologique, puis vraiment intimité, pas juste physique, mais une relation de couple, par exemple, ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas été souvent en couple. Je pense que c'est un petit peu quelque chose qui me trotte aussi un peu en tête, tu sais, cet handicap-là, sans vraiment dire que c'est quelque chose qui a nécessairement un gros impact. C'est sûr que ça me bloque pas, mais c'est pas quelque chose qui me rend la vie nécessairement facile, tu sais. Sans dire que c'est un vrai blocage, j'ai pas autant de facilité à m'ouvrir là-dedans. T'as-tu la misère à être vulnérable? Je pense que oui. Je pense que oui, mais je sais pas si ça a le rapport avec ça ou non. Tu sais. C'est juste toi. Si t'avais eu un corps typique. Je me pose pas souvent cette question-là, tu sais, si j'avais été normal, entre guillemets, si j'avais eu... Je me pose pas souvent ces questions-là, tu sais. Mais puis c'est sûr que ça vient une fois de temps en temps, tu sais, mais c'est pas régulier, disons. Oui. OK. D'autres choses que tu voulais dire par rapport à ça? Je pense que l'intimité d'une personne amputée, en tout cas, pour moi, la connexion avec la personne est vraiment importante. Puis je pense que la connexion de la personne envers moi est vraiment importante aussi, tu sais, j'ose espérer. Puis ça vaut cher pour moi une relation. Puis pas juste intimité, genre amour, mais l'intimité aussi avec mes amis. J'apprécie beaucoup toutes ces relations-là d'intimité amicale que j'ai avec des personnes qui sont exceptionnelles, là, tu sais, vraiment. Je pense que ces gens-là sont là pour les bonnes raisons, comprennent, l'oublient des fois, ce qui est une bonne chose puis une moins bonne chose aussi dans certaines situations, tu sais, que l'handicap est présent. Moi, je trouve ça le fun parce que ça veut dire que il me voit pour un être humain, comme un être humain. Quand on te dit, genre, moi, je vois plus tes bras, je vois plus ton handicap. Ben, c'est voulu flatteur, tu sais, c'est voulu comme étant une bonne chose. Puis je comprends ça, tu sais. Puis des fois, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi d'enlever une partie de mon identité, tu sais, à ce moment-là. Parce que c'est impossible que tu le vois pas, là. On va se le dire, là. C'est-tu aveugle? Ouais, c'est ça, comme, va te faire checker, tu sais, comme, ouais, va à l'optométriste parce que je pense que c'est un problème. Mais tu sais, c'est pas mal voulu. Je pense que c'est toujours bienveillant comme type de commentaire. J'ai jamais vu quelqu'un ou j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'avait dit ça avec un backhand compliment ou quelque chose comme ça. Mais définitivement que pour moi, c'est un petit peu comme de me dire que j'ai une partie de ton identité, on arrête de le regarder. Tu sais, puis c'est pas important pour nous autres. Ouais. Puis c'est de mettre le sans focus sur autre invalidé. chose. Un petit peu. Tu sais. Je me sens pas comme une personne handicapée, mais je le sais que je suis une personne amputée. Ouais. Puis ça fait partie de moi. Ça doit être une ligne quand même difficile à marcher des fois pour les gens qui t'entourent, justement, parce que d'un côté, c'est ça, je parle en tant qu'ami, comme d'un côté, je veux te valider tout le temps, mais d'un côté, je pense que c'est impossible de ne pas vouloir comme te protéger, puis pas vouloir justement te faire sentir handicapé. Fait que tu sais, mais je sais pas à quel point c'est bon ou mauvais, tu sais, de tout le temps être comme, OK, tu sais, as-tu besoin d'avoir une ride pour la maison? T'es-tu correct pour marcher? T'es-tu correct pour X, Y chose? Parce que tu veux pas te sentir infantilisé. Exact. Tu veux dire, je suis capable de faire des choses. Vous le savez, je suis capable de faire des choses. Mais en même temps, puis tu l'as dit aussi, il y a des limites à ton endurance. Puis tu veux être capable de demander de l'aide dans un environnement où tu te sens en sécurité. Exact. Fait que, tu sais, je me dis, ça doit être comme l'expérience, puis le vécu, puis le temps qui doit faire que ces gens-là deviennent à l'aise dans cette ligne-là. Puis c'est une communication constante. Là. C'est une communication constante. Là. C'est parce que
c'est de même avec mes parents encore aujourd'hui. Tu sais, ma mère, quand j'ai déménagé, la première chose qu'elle a dit, justement, c'est « Hey, je vais venir faire ton lavage parce que je veux pas te retrouver la tête première dans laveuse puis dans sécheuse. » Puis j'ai dit « Maman, je vais me trouver une méthode. Là, tu sais. J'apprécie ton aide, ton offre pour m'aider, mais je vais être capable de m'arranger. Là, tu sais. Je vais trouver une manière. Puis si j'ai besoin de demander de l'aide, je vais la demander, cette aide-là. Ouais. J'ai pas peur de demander de l'aide. En fait, c'est la première chose que j'ai arrêté. Avant même d'arrêter d'avoir peur du noir, j'ai arrêté d'avoir peur de demander de l'aide parce que c'était quotidien. Il y a des choses qui sont plus faciles, il y a des choses qui sont plus complexes. Il faut que j'apprenne à naviguer là-dedans. Puis que j'enlève un petit peu ce côté super-héros que je veux avoir tout le temps, puis que je sois capable de poser la question quand j'ai besoin de la poser. T'sais. Fait que je communique assez bien, je pense, de ce côté-là. Puis mes amis aussi, de leur côté, puis mes parents, puis ma soeur vont communiquer régulièrement avec moi. Veux-tu avoir de l'aide? Veux-tu avoir ci? Non, merci, c'est bon. OK, c'est beau. On n'aura pas besoin de te poser la question plus loin que ça. Ouais. Mais est-ce que tu trouves ça lourd par moment que les gens t'offrent tout le temps des choses ou de l'aide? Non, parce que je pense que j'ai atteint un certain équilibre aussi, puis une certaine connaissance des gens avec qui je pense que ces gens-là se sentent assez à l'aise pour arrêter de demander si jamais j'ai besoin d'aide, mais en même temps qui sont encore assez à l'aise pour le demander quand ils pensent que c'est nécessaire. Qui reste présent et disponible. Une certaine compréhension finalement de cette ligne-là pour moi aussi. C'est une adaptation pour moi aussi. Si jamais c'est une adaptation pour les gens qui sont proches de moi, mais ça l'est aussi de l'autre côté. Fait, à un moment donné, je ne voulais pas avoir d'aide pantoute, puis j'ai réalisé que c'était peut-être pas la bonne méthode non plus. Puis d'autres fois, je voulais absolument avoir de l'aide, mais j'avais trop peur au départ de la demander, cette question-là. Je pense qu'à un certain point, il a fallu que je fasse un petit peu que je grandisse là-dessus, puis que je comprenne le pour et le contre de cette question-là, puis que je comprenne le message plus que dans la question que de la prendre à face value. De ne pas me dire qu'ils veulent m'offrir de l'aide parce que je suis une personne qui pense qui est vulnérable ou peu importe, mais juste parce qu'ils veulent me l'offrir, puis parce qu'ils pensent qu'en tant que bonne personne, c'est la bonne chose à faire. Puis ça, je comprends ça. Ouais. Fait que, j'apprécie énormément. Puis maintenant, j'ai pas peur de poser cette question-là, puis de poser de l'aide, de demander de l'aide, puis de la proposer également. Mais ça vient toujours avec si jamais tu en as besoin, n'hésite pas, mais je te pousserai pas sur la question trop que ça. Tant que ça. Oui. Est-ce que tu acceptes ton corps? Moi, je pense que oui. Parce que j'ai compris, puis j'ai appris à vivre avec depuis aussi longtemps que je me souvienne, puis que j'ai compris c'est quoi mes limites, que je les respecte, ces limites-là aussi, mais que je tente continuellement de les repousser aussi. Puis, est-ce que je l'accepte à 100%? Non, évidemment pas. Quelles sont les parties de toi que tu n'acceptes pas? Tu sais, il y a des choses constamment que tu vas te dire « Ah, ça, c'est un complexe que j'ai » ou peu importe. J'aime moins ça chez moi, puis je pense qu'on en a tous. Ouais. Puis je pense que c'est normal, puis c'est sain d'en avoir, tu sais, à un certain point. Il ne faut pas qu'on en fasse une fixation non plus. C'est un peu contre-productif ce que je viens de dire parce qu'un complexe, c'est un peu ça aussi, mais il faut qu'on comprenne que c'est un complexe. Puis je pense que j'en ai définitivement. Il y a des choses que j'aimerais absolument changer chez moi, que ce soit, je pense que je pourrais faire plus de sport pour avoir un moins gros ventre ou des trucs comme ça. Puis c'est pas parce que je suis gros nécessairement ou bien que je suis en surpoids que je veux, mais c'est juste parce que je pense que je pourrais être plus en santé, puis que j'aime quand même bouger. Puis je me pose pas la question de « Ah, mais est-ce que je vais être capable de pouvoir le faire avec mon handicap ou non? » Ça, je trouve ça le fun. Je me pose pas trop cette question-là. Je vais vivre avec les conséquences demain matin. Ouais. J'en suis conscient, mais c'est un choix que je vais faire. Est-ce que j'aimerais ça, pas avoir à me soucier de la santé de ma peau quand je fais beaucoup d'activités physiques? Définitivement.
Mais est-ce que ça fait partie des choses que j'ai apprises à apprivoiser? Aussi, tu sais. Est-ce que c'est un complexe? Je n'irai pas jusque-là. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais changer? Oui. Tu sais. Fait que, il y a des choses que j'aime moins chez moi, définitivement. Mais c'est rien de majeur à m'arrêter à faire des activités ou à me limiter dans quoi que ce soit. Là. Est-ce que ça t'arrive d'avoir mal? Physiquement? Oui. Oui. Presque quotidiennement. OK. Ouais. Ouais. Puis c'est. Tu apprends à vivre avec la douleur, puis c'est quelque chose qui tire beaucoup de jus. OK. Tu sais, T'as mal où? Mes genoux. j'ai eu des blessures sportives, mais au-delà des blessures sportives, tu sais, je pense que l'amputation aide pas non plus. J'ai les hanches qui sont débalancées depuis que je suis tout jeune. Elles sont pas égales. Fait que, tu sais, ça me crée des mal de dos, ça me crée des mal de hanches. Quand je reste trop longtemps assis, ben, j'ai besoin de me lever puis de marcher un peu. J'ai mal aux genoux parce que ben, j'ai un ligament étiré, tu sais, fait que ça arrive souvent que j'ai mal aux genoux. Ça arrive souvent que j'ai mal à ma jambe comme telle aussi quand je suis assis trop longtemps. Ben, vu que c'est à succion, la prothèse, mais elle descend un peu. Fait que là, ben, ça met de la pression à des endroits où j'aimerais qu'il n'y en ait pas. Fait qu'il faut que je me lève pour désengourdir un peu tout ça, puis la replacer à la bonne place, là, finalement. Ouais. J'ai mal, je compense avec mon autre jambe. Fait que si jamais je marche longtemps, ou bien si jamais je fais une activité physique qui est soutenue pendant longtemps, qui requiert une marche ou une course soutenue, ben je vais avoir mal aux ischio-jambiers, je vais avoir mal à mon pied gauche. Fait que c'est sûr, tu sais, mais c'est des choses que tu apprends à vivre avec, puis à naviguer à travers tout ça, à accepter la douleur à certains moments, puis à ne pas l'accepter à d'autres moments. Tu sais. Ouais. Fait que la prémisse de notre conversation, depuis qu'on a commencé à parler, c'est que tu as des malformations et des amputations, mais tu ne te considères pas handicapé parce que tu fais tout ce que tu as besoin de faire pour vivre une vie significative. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu te sens handicapé? Je pense qu'il y a des jours qui sont moins évidents que d'autres. Je pense pas que je me sens prisonnier ou handicapé ou prisonnier de ce handicap-là nécessairement. Je suis conscient que d'un point de vue médical puis propre du terme, j'ai un handicap. Je suis conscient de ça. Mais ma vision de tout ça, c'est qu'à un certain point, puis on en a parlé un peu plus tôt aussi, c'est qu'il y a un certain côté aussi où si jamais on se laisse être handicapé puis on accepte ce handicap-là, on va être handicapé beaucoup plus qu'on l'est réellement. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres. Il y a définitivement une perte de productivité à certains endroits dans ma vie que si je n'avais pas une amputation ou un handicap à ma jambe ou à mes bras, ça serait plus rapide, plus facile, plus ci, plus ça. Mais je pense pas que d'un point de vue majoritairement, je me sens pas handicapé. Tu sais. Puis je pense que ça joue définitivement sur mon humeur certaines journées. Okay. Tout n'est pas rose. Là. À un certain point, je comprends qu'il y a certaines limitations, puis je l'accepte, cette limitation-là. Puis je pense que c'est important de l'accepter parce que sinon, c'est là que ça va t'affecter pour vrai. Mais il y a à d'autres moments où j'essaie de repousser ces limites-là parce que je sais que je vais être capable ou parce que j'ai la tête dure. Ça aussi, ça se peut. Puis des fois, juste pour pouvoir suivre mes amis aussi, tu sais. Ouais. Des fois, c'est
je le sais que je ne serai pas capable de faire quelque chose, je vais avoir de la misère ou des trucs comme ça, comme amène-moi pas faire de l'escalade. Là. Je vais te regarder, je vais t'encourager à faire de l'escalade, là, mais attends-toi pas à me voir sonner la cloche au-dessus, là, parce que c'est impossible. Ouais. Il y a certaines affaires qui sont physiquement impossibles pour moi à ce moment-là, puis c'est là que le handicap est vrai. T'sais. Mais si tu l'évites, cette activité-là, parce que, un, tu n'aimes pas ça, deux, tu n'es pas capable de le faire, tu ne le verras jamais que tu es handicapé. C'est un peu ma perspective. C'est sûr que je l'évite probablement parce que je suis handicapé. Mais, c'est pas... c'est faire de l'évitement, là, finalement. Là. Je sais pas si c'est vraiment sain, là, mais... mais, tu sais, c'est un peu la perspective. Je m'empêche pas quand même de faire les activités que je veux faire avec mes amis. Puis je pense pas que mes amis ne m'inviteraient pas à certaines activités parce qu'ils pensent que je ne serais pas capable non plus. Ils vont me le demander en premier. Puis j'ai confiance en ça, tu sais, à la bonté puis à la bienveillance de mes amis aussi là-dedans. Là. Je pense qu'on a définitivement des visions qui sont un petit peu différentes de par notre background, tu sais. Là, tu parles de nous deux? Oui, effectivement. Puis les docs aussi, en général, tu sais. Je pense que les médecins que j'ai vus, il y en avait qui étaient définitivement plus ouverts à m'aider, à me développer comme individu, peu importe que je sois handicapé ou non. Puis il y en a d'autres qui étaient là pour adapter le handicap. Puis les deux sont valides là, comme perspective médicale puis comme démarche aussi à travers tout ça. Moi, j'ai pas eu conscience à 100% de toutes ces méthodes-là ou ces visions-là jusqu'à plus récemment. Puis je me suis jamais senti handicapé dans les activités que je pouvais faire jusqu'à temps que je les essaye. Ça t'a jamais arrêté de les essayer. Exactement. Puis pour moi, une fois que je l'ai essayé puis que ça marche pas, puis que je sais que ça marche pas, puis que j'ai pas aimé ça parce que ça n'a pas marché, j'ai fait tout ce que je pouvais pour être capable de ne pas être handicapé. Là, tu l'acceptes. Exactement. Ouais. Parce que ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que quand on te rencontre, puis même au début de l'épisode, à première abord, tu es quelqu'un de très positif. Ça, c'est quelque chose qui est tout à ton honneur. Merci. Puis j'ai l'impression que les gens qui te côtoient ou qui te côtoieraient, je ne sais pas si ça se dit en français, au quotidien, plus superficiellement, pensent que tu es tout le temps positif parce que c'est ça que tu dégages. Fait que je trouve ça intéressant j'étais un peu manipulé, là, mais je trouve ça intéressant de t'entendre dire que c'est pas toujours positif. Non. Parce que j'ai l'impression que si on te pose pas la question directement, tu ne le dis pas. C'est pas humain d'être toujours positif. C'est pas sain. C'est pas... selon moi, c'est pas sain. Parce que si c'est tout le temps positif, nécessairement, tu fais de l'évitement quelque part. Ouais. Parce que quand tu sais pas... On parlait de privilège tantôt. Quand tu sais pas ce que c'est que le négatif, tu n'es pas capable d'apprécier le positif. Puis, je pense que j'ai eu assez de négatifs dans ma vie que maintenant, je comprends que le positif vaut cher. Ouais. Pour moi. Ouais. Fait que j'aime mieux focuser là-dessus en comprenant puis en acceptant le négatif. Mais je ne vais pas faire un post sur Facebook ou Instagram ou TikTok, peu importe, en disant aujourd'hui c'est une mauvaise journée, parlez-moi pas. Là. Ouais. Je ne ferai pas un post non plus sur Facebook, Instagram ou peu importe pour dire que aujourd'hui c'est une bonne journée, écrivez-moi, là, mais tu sais, ça. Parce que tu es humble. Oui, parce que je suis humble, puis j'ai pas besoin de démontrer tout ce côté-là constamment. Tu sais. Ouais. Les gens qui me côtoient le voient quand je vais bien, quand je suis vraiment positif, quand je focus là-dessus, puis quand que je vais moins bien aussi. Tu sais. Il y a des mois que c'est moins le fun, tu sais. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment plaisant, puis tout va bien, puis kumbaya, puis on avance. Tu sais. Fait. Parce que je trouve ça... Je suis personne pour parler à ta place, là. Mais
je pense, c'est une opinion, je pense que c'est important d'accueillir la dualité des choses. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile, mais mature. Puis autant, tu as comme de la misère à juste voir que du bon quand tes amis te disent qu'on voit plus tes bras. Je pense que ce serait bizarre que tu te le fasses à toi-même aux autres, que tu dises, ben non, je suis aucunement limité, puis tu vives ta vie comme ça parce que c'est faux. Tu sais? C'est vrai. C'est vrai que c'est faux. Puis, c'est sûr qu'en public, puis avec les gens, j'essaie d'être le plus positif possible. Tout le monde est comme ça. Tout le monde veut projeter une belle image, puis du positif d'eux-mêmes. Mais je pense qu'on est tous assez matures maintenant. Mon groupe d'amis, mais les gens qui me côtoient constamment, on est tous assez matures pour comprendre que ce qu'on projette en public, c'est pas nécessairement ce qui se passe en arrière de la porte de mon appartement tous les jours. Ouais. J'ai des bonnes journées. Je vais écrire à des amis quand j'ai des moins bonnes journées. Puis on va passer du temps ensemble pour se changer les idées ou bien pour en parler puis avoir une discussion. Je consulte pas de psychologue encore, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de pouvoir le faire parce que je pense que c'est encore plus nécessaire comme personne qui accepte cette dualité-là, de pouvoir en parler avec un professionnel qui la comprend puis qui l'a étudié, cette dualité-là. Fait que je pense que éventuellement, ça va faire partie de mon parcours puis c'est la de prochaine mon étape quotidien. de ton parcours, peut-être. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Puis ça, c'est probablement une des choses qui va revenir souvent aussi dans mon parcours puis dans l'opinion des gens de moi, c'est que ou de moi-même envers moi-même, c'est que je veux tout rapidement. Je suis un gars qui est très passionné, qui a beaucoup de passion, qui positivement va accueillir la critique aussi, je pense, mais je suis pas patient. Je veux tellement aller vite que des fois, je fais les choses tout croche. Ouais, tu veux tout de suite. Ouais, exactement. Ouais, je comprends ça. Je suis pareil. Ouais. Je suis très, 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 très impatient dans la vie. Puis pour déconstruire tout ça, puis comprendre pourquoi est-ce que je suis comme ça, puis qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer là-dedans, puis être capable de continuellement améliorer ma personne, puis ma perspective de moi à moi, puis des autres envers moi ensuite aussi. Je pense que c'est important de consulter. Rendu où je suis présentement. Fait que éventuellement. Éventuellement. Fait que là, on a quand même une grosse discussion aujourd'hui. Ouais. On a passé à travers plusieurs choses. Ouais. On a parlé de toi. On a parlé de tes malformations, tes amputations, ton enfance, tes expériences avec le sport, tes expériences avec le système de santé. On a parlé de tes prothèses, un peu des avantages et des désavantages d'être amputé. On a parlé de la notion de privilège, l'intimité, autant émotionnelle que physique, et comment ta différence peut se répercuter là-dedans. Puis, finalement, on a parlé du fait que même si parfois tu projettes que la vie est rose bonbon, ben ce n'est pas ça. Et c'est correct. Avec tout ce qu'on a dit et le recul que tu as avec cette conversation, est-ce que tu es fier de toi? Ben, vraiment. Je me sens vraiment accompli comme personne. Puis honnêtement, c'est l'humilité qui parle. Je m'attends à continuer de progresser dans la vie. Peu importe c'est quoi le progrès. Peu importe ce que ça veut dire. Peut-être que je vais faire 2 pas demain matin en arrière, mais je vais en faire 10 dans 2 ans par en avant. Mais je pense que ça va... le progrès prend plusieurs formes. Puis les accomplissements sont une chose, mais le chemin parcouru me rend encore plus fier. Ouais.
de moi, des gens autour de moi, de la perspective des gens aussi autour de moi par rapport à ce handicap-là, puis à cette malformation-là. Je pense que c'est quelque chose qui me rend vraiment fier, tu sais. Mm-hmm. J'en fais un point assez important pour les gens autour de moi de pouvoir en parler de cette différence-là. Que ce soit dans un podcast comme celui-là, mais aussi juste tout bonnement autour d'une crème glacée, d'une bière, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, un café. Un verre d'eau. Je trouve ça important, ouais, un verre d'eau. Je trouve ça important d'ouvrir la communication puis la conversation avec les gens qui connaissent un peu moins ça parce qu'il y a beaucoup à apprendre, puis il y a beaucoup à désapprendre en premier sur ces handicaps-là, puis sur ces défis-là, puis après ça, à apprendre. Puis je vais être le premier à dire que c'est moi qui apprends le plus quand j'en parle avec les gens. Oui. Fait que pour moi, c'est ça qui me rend fier. Puis je pense que c'est le début de quelque chose, mais c'est définitivement pas la fin. Comment tu as trouvé ça? La conversation qu'on a C'est confrontant, sérieusement, mais c'est vraiment le fun parce que ça apporte une vision puis une perspective extrêmement différente. Ouais. Ben, c'est libérateur. Ouais. Ça extériorise beaucoup de sentiments. Je me sens comme si jamais je sortais de thérapie. Mais tu sais, je vais me rendre chez moi ce soir puis je vais être beaucoup plus lousse, beaucoup moins stressé de comprendre. Puis je pense que le sentiment de devoir être le super-héros constamment puis de projeter quelque chose est moins présent maintenant qu'on a eu cette conversation-là. Ah ouais. Ça se peut que certaines journées, la communication va être plus facile. D'autres vont être moins plaisantes, mais je n'ai pas besoin de projeter quelque chose nécessairement qui n'est pas vrai. Puis ça, j'apprécie énormément cet apprentissage-là, je pense. Déjà. Ça fait 1 heure que je l'ai appris. Est-ce que tu as aimé la discussion qu'on a eue? Oui, vraiment. Je pense qu'on a touché à plein de sujets qui sont vraiment, vraiment passionnants, tous les uns autant que les autres, mais je ne m'attendais pas à me sentir délivré de certains trucs à travers cette conversation-là. Puis de comprendre des affaires sur moi que je vis depuis que j'ai 1 an avec tout ça. Je n'étais pas conscient nécessairement toute ma vie de tout ça, mais l'apprentissage de soi, c'est quelque chose qui est perpétuel. Puis je pense que j'ai fait un gros pas en avant aujourd'hui. Puis pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment fun. Puis moi aussi, j'ai appris plein d'affaires. Puis, tu sais, je pense que les amputations et la réadaptation, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. J'avais peur d'avoir rien à rajouter à la conversation. Mais je suis content que tu me dises que tu as trouvé que c'était enrichissant pour toi aussi. Ben oui. Ma situation est peut-être physique, mais il y a une chose qui est commune à tout le monde, à tous les êtres humains, c'est qu'on a tous un fort intérieur psychologique aussi, je pense. Puis ça, définitivement, que you nailed it on. Ah, ouais. Ben écoute, merci encore. Sur ce, on va retourner à nos vies. Oh yeah. À nos prothèses. Je vais aller les regarder dans mon salon. On va aller souper. C'est bien bizarre ce que je viens de dire. Puis on va souhaiter une belle fin de journée. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. All right.